Éco-Sahel. « 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Madame, monsieur, bien le bonjour à vous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Éco-Sahel, votre émission économique sur Africa FM. L'Afrique, un continent en plein essor qui explore les voies vers un avenir énergétique plus durable. Dans cette émission, nous évoquons les défis, les opportunités et les solutions novatrices qui façonnent la manière dont l'Afrique aborde sa transformation vers des sources d'énergie propres et renouvelables. Et pour parler sur ce sujet, j'ai le plaisir, et vous aussi les auditeurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous à ma droite Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bonjour à vous Samuel. Bonjour. Mazhoura Al-Hayani, chef d'entreprise aussi. Bonjour Mazhoura. Bonjour. Et Mahfouz Kaoubi, notre expert et analyste en économie. Bonjour à vous Mahfouz Kaoubi. Bonjour à vous aussi et aux amis auditeurs. Mahfouz Kaoubi, je commence avec vous, comme d'habitude. Cette transition énergétique, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, mais est-ce un sujet d'actualité en Afrique ? Oui, nécessairement. La transition énergétique est un sujet d'actualité en Afrique. Maintenant, il ne se pose pas de la même manière qu'il se pose en Occident. L'Afrique, malheureusement, et ne connaît pas des niveaux de développement assez avancés, et donc en termes d'émissions, elle ne participe que auxiliairement à cette situation que connaît les autres continents, le monde. Par rapport aux autres continents, tout à fait. Donc, mais l'Afrique a une ambition pour s'industrialiser, donc tout processus d'industrialisation et de développement implique consommation de plus d'énergie. Oui. Maintenant, quelle énergie sera consommée ? Est-ce que les énergies traditionnelles, fossiles, oui. Donc du carbone, ou est-ce des énergies renouvelables, dites propres. Donc moi je dirais qu'en termes de préoccupation, c'est vrai que ce n'est pas la première préoccupation des pays africains. On veut s'industrialiser, on veut se développer, et donc on aspire à consommer beaucoup plus d'énergie qui malheureusement se trouve dans notre sous-sol et qui est brûlé, consommé ailleurs, oui. Et qui nous revient sous forme de produits finis, transformés, qu'on paye 5 fois, 6 fois plus que le prix de l'énergie qui a été. Donc on a toujours plaidé que l'Afrique doit aller vers plus d'intégration, vers plus de développement. Mais maintenant, puisque le développement passe par la consommation d'énergie, que cette énergie soit propre, que cette énergie donc ne soit pas exclusivement une énergie fossile. Et je dirais que, contraire, cette possibilité de transition énergétique offre à l'Afrique la possibilité d'exploiter des gisements importants dans le domaine du solaire, dans le domaine de l'éolien ou dans le domaine de l'hydrogène. Donc pour vous dire que le même potentiel en matière d'énergie propre permet à l'Afrique donc de préparer cette transition sereinement. Voilà, sa transformation. Samuel Akizimana, justement, quels sont les principaux défis énergétiques auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui ? Juste pour commencer, je me rappelle d'un discours du président de l'Ouganda, Museveni, oui, où il était en train de comparer en disant... vous savez, la consommation par habitant en énergie pour un Ougandais était évaluée à combien ? C'est 300 kWh par habitant. Et en contrepartie, il a
il a comparé avec les États-Unis. Il a remarqué que les États-Unis, c'est à 1200 kWh par habitant. Vous voyez un peu la différence qui est là. Et si on regarde globalement en Afrique, la consommation moyenne par habitant est de 500 kWh. Donc, on est vraiment à la traîne, très, très à la traîne. Ce qui est là, c'est-à-dire... Ce n'est pas un continent énergivore. Hein, mais c'est dommage. Oui, c'est dommage. Parce que si on regarde l'énergie fossile, on est dedans, on a de quoi les transformer. C'est-à-dire qu'il manque des infrastructures pour les transformer. On a des ressources pour. Si on regarde sur le côté énergie propre, comme on aime dire, énergie propre, solaire, éolien, tout, on a tout ce qu'il faut. Énergie verte, comme on dit, énergie verte, on a tout pour. Mais c'est dommage si on regarde le défi qui est là en Afrique en disant on a tout, mais on n'a pas des infrastructures pour. Et c'est dommage. Comment on peut expliquer qu'il y a un pays qui a tous les ressources qu'il faut, solaire, quelle soit l'énergie fossile, etc. Mais tu es à 300 gaz, tout ce que tu veux, mais tu es à 300 kWh par habitant, alors que les pays qui n'ont même pas tes ressources. Oui, ils sont à 1000 et quelques kilowattheures par habitant. C'est dommage. Ça nous montre le défi qui est là en Afrique, en disant en Afrique, on a beaucoup de choses à faire. Et malheureusement, il est temps qu'en Afrique, on adopte une nouvelle mentalité qui est là. Nous devons avoir des infrastructures de transformation. Parce que tant qu'on s'occupera à exporter ce qu'on a comme ressources, on ne va jamais se développer. C'est-à-dire que le développement va venir lorsque nous, en tant qu'Africains, on va prendre conscience en disant on a tout. Et à travers même les collaborations qu'on cherche avec des pays occidentaux, etc., nous devons faire en sorte qu'il y ait l'implantation des industries, des transformations de l'énergie qui est là. C'est ça le but en Afrique. Parce qu'en Afrique, là, maintenant, on doit s'occuper à faire en sorte qu'il y ait des investissements pour la transformation des produits que nous avons. Sinon, on ne va jamais se développer. Parce que si on n'a pas des infrastructures pour la transformation, comment on peut arriver? Comme M. Kaobe a pu le dire en disant, nous exportons et nous les achetons encore plus cher. Parce qu'on n'a pas cette capacité de transformation. Et c'est dommage. Alors peut-être les infrastructures des énergies fossiles dites traditionnelles aussi n'existent pas beaucoup en Afrique. Ça va faciliter la tâche à ce continent d'entamer sa transition énergétique. Au lieu d'installer des infrastructures pour transformer du pétrole, du gaz, on peut installer un parc de panneaux solaires. Non, Mahfoud Kaobi? Oui, en tous les cas, le mix, quand on parle de transition énergétique, on parle de mix énergétique. Donc la place de chaque variété de sources d'énergie dans ce qu'on consomme in fine. Et donc, moi je dirais que le plus important, ce n'est pas l'immédiat, c'est le processus à long terme. Donc sur l'immédiat, il est tout à fait normal que la consommation des énergies fossiles prendra le dessus sur les autres formes d'énergie ou les autres sources d'énergie. Il faut juste rappeler que l'Occident, en anticipant sur ça, d'ailleurs le mois d'octobre, ce sera le mois qui verra l'entrée en vigueur de la taxe carbone, instituée par l'Union européenne déjà, et qui rendra à la fois les produits de matières premières plus chers et à la fois les produits transformés à base de énergie fossile qui les rendra plus chers. Et donc, vous voyez comment l'Europe est en train de taxer l'Afrique, quand on parle à la fois en amont et en aval, et en réduisant. Vous voyez, quand on parle de logique néocoloniale qui ne veut pas assumer les responsabilités de l'Europe, parce que la situation actuelle d'aujourd'hui, les émissions, qui sont à l'origine de l'effet de serre, sont principalement causées par une industrie occidentale principalement. On parlait de BRICS tout à l'heure, la Chine aussi contribue énormément sur ça. Et donc, contribue énormément. Et là, quand on parle de responsabilité, l'Europe, l'Occident doit assumer sa responsabilité. Dans les différents sommets de la COP, l'Occident s'est engagé
à débloquer des sommes d'argent pour justement lutter contre la prolifération des émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation des énergies fossiles. Et il s'est engagé vis-à-vis des autres pays aussi de les accompagner pour aller vers une transition énergétique. Mais dans la réalité, on a l'INA, les nôtres. Oui. On a output, qu'est-ce qu'on a? On a des taxes qui viendront donc sur chaque baril ou sur chaque mètre cube de gaz qui sera exporté vers l'Europe. Donc, et même le dernier sommet de Paris vient confirmer cette chose. Tout à fait. Donc, prélèvera. Je dis que le mois d'octobre prochain verra l'entrée en vigueur de cette mesure de taxation. Je ne me rappelle plus je pense que c'est $1,000 par... Le rapport, je préfère ne pas m'avancer par rapport à ça, mais tout simplement, ça renchérira les produits provenant de pays sous-développés ou africains. Donc vous voyez les défis. On est encore pénalisé. Voilà. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de construire notre mixte. D'aller exploiter et transformer surtout nos richesses. Donc, parce que le développement, la croissance, ce n'est en réalité, quand on va aller dans la dérivée la plus avancée. Donc, si on va aller à la question la plus fondamentale, la croissance, ce n'est que la transformation d'énergie en fin du compte. Plus, quand on prend le rapport consommation énergie-développement, c'est les pays qui consomment le plus d'énergie qui sont les mieux classés en matière de développement. Parce que c'est l'industrie principalement qui consomme, accessoirement les individus. Et là, c'est important de dire que nous, on parlait l'autre séance des BRICS et des valeurs et de cette capacité d'avoir la possibilité de décider de son avenir. Donc, à ce que l'avenir de l'Afrique ne se décide pas en Europe ou aux États-Unis, par soit l'octroi de financement ou l'imposition de certaines règles et de certaines taxes qui, déjà, qu'on est en situation de difficulté sur le plan économique, et ça va nous réduire encore, et ils vont nous responsabiliser de catastrophes qui ont été à l'origine et puis en réduisant encore plus nos chances au développement. C'est pour cela que je reviens à la chose, pour dire que techniquement, les Africains, les énergies renouvelables sont une source importante pour le développement de l'Afrique. Parce que si on prend l'électrification, quand on voit la carte de l'électrification de l'Afrique, c'est incroyable ce que l'électrification se concentre dans les parties du littoral, principalement dans le Maghreb et un petit peu dans l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Est, c'est très peu. Et puis, dans l'intérieur de l'Afrique, c'est pratiquement une absence totale de l'énergie. Donc, c'est ça ce qu'on devrait voir. Par contre, de l'autre côté, donc, on dispose de déserts, donc d'une énergie solaire. Des mini-réseaux électriques alimentés par des énergies renouvelables. Donc le solaire thermique constitue une chance inouïe pour l'électrification et donc pour permettre de fixer les populations africaines, de leur permettre de développer leur territoire dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, et donc d'attirer beaucoup plus de touristes, etc., et de développer un secteur qui est important, qui est le tourisme. Donc c'est ça la réflexion. Quand on parlait aussi sur les BRICS, on parlait de cette logique de développement qui doit émaner des pays africains. Donc c'est réflexion que les pays africains, et c'est important de fédérer les efforts et de partager les expériences en réfléchissant en commun. Parce que c'est ça le plus important. Quand on crée des confédérations ou des zones de développement communs, on parlait de ZLECAf, on parle de l'Union africaine. Donc ces structures devraient travailler de manière sérieuse, de manière très terre-à-terre, professionnelle, pour traduire, matérialiser Après, puisqu'on parlait aussi des opportunités qu'offrait le BRICS la dernière fois, là, en termes d'opportunités, c'est la possibilité de faire des montages financiers, de recourir à des financements
que ce soit par la nouvelle banque des BRICS, Oui. que ce soit en partenariat avec un pays comme la Chine, qui ait une connaissance, parce que le transfert de technologie et de maîtrise est important dans la mise en place de cette transition énergétique. Et c'est là où les partenariats pourraient être une source qui pourrait accélérer les processus. Rebooster, voilà, ce processus de transition. Mzhora, oui. Si je peux rajouter quelque chose à l'analyse que M. Kaobi vient de faire, c'est que c'est vrai que l'avenir de l'Afrique ne se décide pas ailleurs. Donc aujourd'hui, l'Afrique, elle a aussi plusieurs défis auxquels elle va faire face en rapport de la transition énergétique, qui constituent principalement dans les coûts, les investissements initiaux qui sont un peu très élevés pour certains pays, et aussi les politiques énergétiques de certains pays aussi. Et les pays africains, ils favorisent pas des politiques de gouvernement. C'est vrai que le volet énergétique, généralement, c'est un volet qui manque au programme politique de dans plusieurs pays. Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Samuel, quelles sont les leçons que l'Afrique peut tirer des expériences d'autres régions en matière de transition énergétique? Mzhora vient de le dire, la transition, enfin, tout ce qui concerne l'énergie, c'est des sujets qui ne sont pas abordés en Afrique, mais c'est des sujets qui ont beaucoup d'importance, qui ont eu beaucoup d'importance dans d'autres pays. L'Afrique peut-être peut tirer une certaine expérience de d'autres régions en matière de transition énergétique, justement. Oui, effectivement, on peut dire ça. Je vais un peu donner aussi certains exemples des pays qui se sont inspirés aussi. On peut parler par exemple du côté du Kenya. Au Kenya, ils ont développé, ils ont un parc éolien. C'est l'un des plus grands en Afrique. C'est le parc Turkana. Qui produit une certaine quantité d'énergie incroyable, oui. qui est forte. C'est-à-dire que l'Afrique actuellement, comme M. Kaobi a pu le dire, nous devons avoir cette énergie mixte. C'est-à-dire qu'on a des ressources, il ne faut pas oublier ça. Si tu as du carbone chez toi, tu as du pétrole, tu as tout ça, il ne faut pas abandonner tout ça, soit disant tu vas mettre seulement des parcs éoliens, etc. Tu as de l'énergie, tu dois le transformer. C'est-à-dire que nous, on doit apprendre du fait que même s'il y a cette transition-là, nous devons apprendre à utiliser une ressource, les transformer et les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que si on ne les utilise pas, on est perdant. Mais comment les ressources naturelles, justement, Samuel, de l'Afrique, telles que l'énergie solaire et éolienne, peuvent-ils être mieux exploitées? On sait que ces énergies-là, elles ne sont pas si bien exploitées, pas d'une façon optimale. Oui, c'est-à-dire déjà, pour exploiter d'une façon optimale, il faut avoir les infrastructures pour. Ça revient sur l'investissement. Est-ce qu'on a assez investi dans les infrastructures pour avoir cette production optimale qu'on est en train de chercher? C'est-à-dire qu'il est bien de voir qu'on a du potentiel en Afrique dans l'énergie verte, etc. Mais il faut regarder aussi sur le financement que nous avons. Est-ce qu'il y a un budget attribué pour atteindre cette utilisation maximale des potentiels que nous avons? Il faut aussi des réglementations favorables aussi. Exactement. Mais je sais que beaucoup de pays africains ont déjà fait ce pas-là. Quels pays africains ont fait des progrès significatifs dans l'adoption des énergies renouvelables, Samuel? Tu viens de citer le Kenya. Je vais parler du Kenya, mais on peut parler aussi du Ghana. Le Ghana aussi, sur le côté solaire, ils ont un parc, c'est un parc, mais on dit ferme côté solaire. C'est-à-dire qu'ils ont un parc qui s'appelle le Nafrongo, qui produit aussi sur ce côté-là. C'est-à-dire qu'on peut voir que même en Afrique du Sud aussi, il y a certains projets qui sont là. L'Algérie aussi. Oui, l'Algérie, etc. Il y a plusieurs pays qui ont fait un pas. Parce que, en fait, c'est pas que les pays n'ont pas envie de faire ce pas. Mais c'est-à-dire que, est-ce que les pays, ils ont développé des infrastructures pour? Parce que si on parle de l'Algérie, on parle de l'Afrique du Sud, on parle du Kenya, on parle du Ghana, ils ont atteint une certaine production d'énergie verte. Mais si on regarde très bien, ils ont investi dans des infrastructures pour produire ces énergies vertes. Parce que si
dans certains pays, on n'a pas des infrastructures on peut avoir, peu importe, on a le soleil, on a le vent, on a tout ce que, mais si on n'a pas d'infrastructures on sera toujours limité à cette production qui est là, parce que cette production même qui n'est même pas du pays, c'est une production achetée ailleurs. Par exemple, quand on parle des pays qui ont une production d'énergie de 200 à 300 kWh par habitant. Mais si on regarde très bien en profondeur, même c'est d'énergie achetée à l'étranger. Vous comprenez que c'est déplorable. Mais si on investit dans les infrastructures ce qui va se faire, c'est-à-dire qu'on va augmenter la production d'énergie par habitant, ce qui va favoriser le développement. Parce que lorsque tu as de l'énergie, ça permet à ce que tu vas t'occuper de certaines choses. Donc, il faut une nouvelle politique. En Afrique, si on revient sur ça, toujours on parle des infrastructures, en disant, si nous voulons que l'Afrique puisse se développer, nous ne devons pas être un continent acheteur, mais nous devons être un continent producteur et vendeur aussi. Oui. Parce que les autres... Pour faire ça, il faut avoir des infrastructures. Exactement. Pour avoir des infrastructures, il faut de l'investissement. Il faut de l'investissement, mais il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs stratégies que certains pays africains peuvent adopter. On a parlé des collaborations. Lorsqu'il y a certains projets qui sont établis, M. Kaoubi a parlé par exemple d'un nouvel banque de développement du BRICS, etc. Oui. Il y a c'est-à-dire qu'il faut y avoir déjà une structure. Les pays doivent avoir déjà des objectifs qui sont clairs et bien structurés. C'est-à-dire qu'à travers les projets qui sont bien clairs et structurés, ils doivent maintenant investir à travers ça. Et à travers ça, il faut chercher des moyens d'investissement. Il faut attirer l'investissement. C'est-à-dire attirer l'investissement, par exemple, si une personne déjà si dans le pays, il y a un problème directement côté sécuritaire, comment tu vas attirer des investisseurs? C'est déjà un problème. Donc, il faut une stabilité. Il faut une stabilité, il faut une politique, etc. Oui. Mais Zoura a parlé de règlements. Il faut des règlements qui sont bien basés. Le côté taxation dans certains pays, comment ça se passe? Il faut des structures claires. Il faut des domaines administratifs qui sont clairs, etc. Il faut un environnement favorable pour favoriser ces investissements dans nos pays. C'est là où va découler le développement. Mahfoud Kaoubi, vous êtes d'accord avec Samuel Akizimana? Moi, j'adhère ce qu'il a exposé. Donc là, la balle est dans le camp des pays africains. Oui. Donc on a des expériences qui sont déjà relativement positives, quand bien même ne sont pas suffisantes et qui mériteraient d'être développées de manière beaucoup plus approfondie. Maintenant, les énergies renouvelables sur le plan technique sont beaucoup plus accessibles qu'avant. Les possibilités de partenariat sont nettement plus disponibles actuellement. Et je dirais que la balle, encore une fois, est du côté africain, parce que c'est des stratégies de transformation qui doivent être mises en place. Et quand on voit aussi qu'une grande partie de l'Afrique n'a pas accès à l'énergie. C'est terrible. C'est terrible le retard qui est constaté dans les pays africains. D'ailleurs, c'est ce qui explique le retard. Sans l'énergie, on ne peut pas avoir un développement. On ne peut pas évoluer sans l'énergie. Sans l'énergie, on est condamné à vivre pratiquement au niveau du seuil de pauvreté. C'est pour ça que les pays africains ne peuvent pas parler aujourd'hui de transition et ne peuvent pas parler aujourd'hui de transition énergétique. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, la transition énergétique offre une possibilité inouïe, parce que il faut dire aussi sur le plan économique carrément, le prix des énergies vertes est pratiquement au même niveau que le prix des énergies fossiles. Parfois, il est relativement inférieur. Chose qui n'existait pas il y a de cela une dizaine d'années, où les prix des énergies renouvelables étaient bien en deçà des prix des énergies fossiles. Oui. Et la deuxième des choses, la maîtrise technique était pratiquement concentrée dans les pays européens, ce qui réduisait les possibilités de partenariat. Actuellement, je reviens pour dire que la Chine est un pays leader en matière de tout ce qui est solaire. C'est incroyable ce qu'il maîtrise. Donc toute la chaîne de valeur, aussi bien en matière de fabrication des équipements qu'en matière de technologie et de services. La même chose pour l'Inde, pour beaucoup de pays, pour la Russie aussi. Et donc c'est dans ce sens où on peut tisser des partenariats, mais préalablement, il nous faut un projet
qui soit ficelé, qui soit cohérent et qui rentre dans la stratégie des pouvoirs publics avec des codes opérationnels. Mazoura Lahine, est-ce que la volonté y est? Bien sûr. Aujourd'hui, je pense que presque tous les pays africains, ils ont cette volonté pour la transition vers les énergies plus durables. Et d'ailleurs, il y a aussi des initiatives pour ça. Il y a les initiatives de l'Afrique d'énergie pour l'hydraulique, que ce soit les éoliennes et les énergies solaires. Et vous êtes optimiste? Bien sûr, ouais, c'est un projet qui est très optimiste. Samuel. En Afrique. Oui, très optimiste. Moi, j'aimerais rendre hommage à cette initiative qui est là parce que Mazoura parle des initiatives. Il y a l'initiative à REI, donc initiative africaine pour les énergies renouvelables. C'est-à-dire que cette initiative, il vise à ce que d'ici 2030, la production moyenne par habitant en Afrique peut augmenter parce qu'il prévoit à ce qu'ils puissent normalement produire au moins 3000 gigawatts. C'est-à-dire que 300 gigawatts. Ce qui montre qu'il y a des initiatives qui sont là, donc on peut toujours être optimiste parce que il y a cette volonté, on sait déjà très bien que si on veut se développer, on a besoin d'énergie. Et lorsqu'il y a cette prise de conscience et qu'il y a des choses qui se tracent à l'horizon avec le nouvel ordre mondial que les pays sont en train de vouloir à ce qu'ils soient adoptés, qui est une nouvelle ordre mondial. Donc il y a beaucoup de choses qui vont un peu changer. Et en Afrique, on doit en profiter. Parce qu'on regarde déjà, il y a des pays pionniers. Et si on regarde, il y a plusieurs pays pionniers qui sont là. Imaginez, si on revient déjà dans la zone de la ZECAf avec des projets, avec la ZECAf qui est là, si on regarde la route transaérienne, vous savez, s'il y a cette route transaérienne, juste d'où elle part de jusqu'où elle arrive. Vous savez, l'énergie, dans ce traçage qui est là, il y aura un besoin d'énergie. Donc, il y aura des investissements qui seront sûrement faits. C'est-à-dire qu'en regardant, en Afrique actuellement, on peut dire qu'il y a de la lumière à l'horizon. Maintenant, c'est-à-dire qu'il faut toujours que cette prise de décision et cette prise de conscience soit faite en Afrique en disant, il y a ça, on a des besoins, mais nous devons être un continent qui est plus productrice, et puis vendeur, oui, et vendeur et non pas un continent qui ne fait que importer, acheter, etc. Non, on est fatigué de ça. C'est-à-dire qu'il y a à l'horizon, il y a de la lumière qui s'ouvre là-bas et il y a beaucoup de choses qui vont changer en Afrique et nous sommes optimistes. Beaucoup de choses qui vont changer en Afrique, ça on l'espère. Merci à vous Samuel, Mazoura et Mahfoud Kaoubi d'avoir participé à cette émission. Chers auditeurs, je vous dis à la prochaine fois et merci d'avoir suivi Efreri.